Vous êtes en train de siroter un petit thé à la menthe devant votre feuilleton du soir, lorsqu'un bruit se met à résonner dans les parties communes de votre immeuble. Bam, bam, bam. Ah merde! Ce juron qui vient d'être lâché vous rassure un peu. Il vous semble avoir reconnu la voix du voisin du dessous, un maniaque du ménage, qui vient certainement de faire un gros tri dans ses affaires et qui est en train de descendre la poubelle. Oui, c'est sûrement ça. Certes, il peut paraître un peu différent en raison de son look gothique, mais c'est un gentil garçon qui ne fait pas de vagues. Mais entre nous, je sais que vous avez tout de suite pensé à un tueur psychopathe en train de traîner le cadavre de sa dernière victime derrière lui. Et vous avez raison, car le gentil voisin est un adepte du sadomasochisme à la perversité inimaginable. Et il vient de torturer une jeune femme dont il a filmé la lente agonie. À cet instant, elle est encore en vie, mais cela ne va pas durer très longtemps. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle. Mais avant, est-ce que t'aimes te faire mater? Bon, si t'aimes ça, c'est un choix, personne ne juge. Mais si t'apprécies pas forcément, engage un fantôme. Là, tu dois te dire que le Cogiteur a complètement déraillé, mais je suis sérieux. Oui, parce que je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui n'utilisent pas de VPN. Bon, ça tombe bien, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est une excellente solution pour te protéger, c'est pas moi qui le dis, ce sont les plus de 38 millions d'utilisateurs et les plus de 20 000 personnes qui ont noté ce VPN comme excellent sur Trustpilot, avec une note quasi parfaite. Et moi aussi j'utilise CyberGhost VPN tous les jours. Un VPN, c'est essentiel pour protéger ta vie privée numérique, parce que t'es pas protégé de base, même en mode incognito. Ton fournisseur d'accès à Internet, le service informatique de ton école ou de ton entreprise, le routeur Wi-Fi de ton domicile et même les sites web que tu visites, savent toujours qui tu es et suivent tes moindres faits et gestes. Et si tu vas sur un réseau Wi-Fi public, c'est carrément tes mots de passe, tes coordonnées bancaires, toutes tes infos personnelles que tu mets en péril. Pour stopper ces intrusions dans ta vie privée, il y a CyberGhost VPN. Ce VPN crypte et redirige 100% de ton trafic via des serveurs sécurisés, de sorte que personne ne connaisse rien de ton activité en ligne. Ça se fait en 2 clics et CyberGhost possède 11 000 serveurs dans plus de 100 pays, prêts à répondre à tous tes besoins. J'ai tellement économisé d'argent avec ce VPN, ça m'a permis de financer un beau projet, mes impôts. D'ailleurs, en changeant de localisation avec le VPN, tu peux aussi débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming, telles que Netflix, Amazon Prime et plein d'autres encore. Mais j'aime aussi regarder du sport, des animés, des documentaires comme Game of Thrones, donc j'ai tout le temps quelque chose à regarder parce que je n'ai plus de programme géorestreint grâce à CyberGhost. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour vous. 7 c'est beaucoup, ça veut dire que ton abonnement tu peux le partager avec du monde. C'est maintenant qu'il faut profiter de ce VPN parce qu'il y a une offre exclusive pour toi avec le lien dans ma description. 83% de réduction immédiate et 4 mois gratuits pour un abonnement qui revient à 2,03€ par mois. En plus c'est sans risque, il y a une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Faut pas manquer ça, le lien est en description, il y a déjà 38 millions de personnes qui sont protégées et qui profitent de contenus bloqués chez eux, alors pourquoi pas toi? Bon allez, on commence. Mitry-Mory est une commune de taille moyenne située en Seine-et-Marne, en région Île-de-France. Si ses infrastructures sportives et ses espaces verts ainsi que sa proximité avec Paris en font un endroit très apprécié par certains, d'autres sont plus mitigés sur le sujet de la qualité de vie. En effet, elle se trouve aussi tout près de l'aéroport Charles de Gaulle, dont une partie des pistes traverse le territoire. Ce qui peut être un avantage pour une partie de la population, peut donc aussi devenir un enfer pour d'autres. Cependant, cette localisation aux portes de la capitale ouvre aussi de nombreuses perspectives d'emploi et contribue à maintenir un taux de chômage dans la moyenne nationale, ce qui était loin d'être le cas en 2004. Cette année-là est encore gravée dans tous les esprits des Mitriens. Sauf que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas dû à l'élimination de l'équipe de France de foot contre la Grèce à l'Euro. Comment ça a pu arriver? Bref, mais bien à la découverte effroyable d'un véritable monstre de cruauté que l'on nommera bientôt le tueur du canal de l'Ourcq. C'est vrai que 2004, c'était une sale année pour les habitants de Mitry-Mory. Tout commence au cours de l'été 2004, le 19 juillet pour être plus précis. Aidé d'une équipe de techniciens de maintenance, le gardien de l'écluse de Fresnes-sur-Marne, travaillant sur ce fameux canal, procède à ses vérifications habituelles. Soudain, à quelques mètres de lui, une vision d'horreur. Un corps sans vie, ballotte au gré de l'eau, coincé dans la porte de l'écluse. Des cadavres d'animaux, de lapins, de renards et même de chats,
L'éclusier en a vu passer au fil des années. Mais des restes humains, nettement moins. D'autant que, dès le premier coup d'œil, il saisit tout de suite la gravité de la situation. La victime, très certainement une femme, est attachée en position fœtale, avec du ruban adhésif. Alertés, les gendarmes de la section de recherche de Paris se rendent sur les lieux de la découverte macabre, quelques minutes plus tard. Les premières constatations permettent effectivement de déterminer que la pauvre victime était bel et bien une femme. Son âge est estimé entre 30 et 40 ans. Elle a la peau mate et, hormis le fait que 2 de ses incisives se chevauchent, elle ne possède malheureusement aucun signe particulier. Rien qui ne soit susceptible d'aider les enquêteurs à trouver de qui il pourrait bien s'agir. Entièrement nue, elle ne porte en effet ni bijoux, ni tatouages. Elle ne semble pas non plus avoir de prothèses ou de cicatrices particulières. Et l'état du corps est si dégradé que son visage est méconnaissable. En bref, cela signifie que l'identification va sûrement faire l'objet d'un véritable parcours du combattant. Pourtant, il va bien falloir mettre un nom sur ce corps supplicié, car au-delà du fait que la victime a probablement une famille qui est en train de s'inquiéter pour elle, c'est aussi son meurtrier qu'il faut retrouver, et vite. Sans aucune information à exploiter, les gendarmes décident de tenter leur chance en consultant le fichier des personnes disparues. S'ils sont en veine, la disparition de la jeune femme aura été signalée par ses proches, ce qui leur permettra certainement de disposer d'un nom. Seulement, c'est un premier échec. La base de données française signale bien la disparition du niveau de jeu de l'équipe de France de foot cette année-là, mais c'est tout. Oui, c'est un traumatisme, désolé, j'arrête avec ça. Il n'y a donc aucune disparition de femme n'ayant été signalée dans le secteur. Pour le moment, l'inconnu du canal de l'Ourcq reste donc une anonyme. En revanche, on en apprend déjà bien plus grâce à l'autopsie pratiquée quelques heures plus tard. Le légiste découvre ainsi que cette femme, de 38 kg pour 1,62 m, est très probablement d'origine maghrébine. La cause de sa mort, elle, n'est pas évidente au premier abord. Pas de traces de coups ou de blessures, que ce soit par arme blanche ou par arme à feu. Pas d'os brisé, ni de marque propre à une strangulation, ou même de drogue dans le sang. C'est presque à croire qu'elle n'a subi aucune violence, alors que le contraire est pourtant évident. En fait, ce qui a provoqué sa mort est invisible si l'on s'arrête à une inspection externe du corps. Mais l'état de ses poumons, remplis d'eau, est sans appel. Elle est décédée par noyade. Pire encore, le légiste précise qu'elle était toujours consciente lorsqu'elle a été jetée à l'eau. Si elle s'est noyée, c'est parce que le ruban adhésif qui lui maintenait les pieds et les mains l'a empêché de nager jusqu'à la surface. Le tueur ne pouvait tout simplement pas ignorer qu'elle était encore en vie au moment où il l'a jetée dans l'eau. L'affaire vient de revêtir un caractère particulièrement cruel, ce qui ne laisse pas les enquêteurs indifférents, car cela révèle une information importante sur la personnalité du tueur, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un homme ou d'une femme. C'est quelqu'un de profondément sadique, qui trouve sans aucun doute du plaisir à infliger des actes de torture à ses victimes. Et si j'emploie le pluriel en parlant des potentielles victimes, c'est parce que personne, au vu de ces détails particuliers, n'imagine que ce genre d'individu choisisse de s'en tenir à un seul et unique meurtre. C'est un tableau glaçant que viennent de brosser les enquêteurs à présent sur le qui-vive. Le problème, c'est qu'ils se battent clairement à armes inégales avec cette victime fantôme, et pas le moindre indice pour lancer ne serait-ce qu'un début de piste. Tous redoutent alors la découverte prochaine d'un nouveau cadavre. Une réalité qui va les heurter de plein fouet, et bien plus vite que prévu. Cela ne fait que quelques heures que l'inconnue du canal se trouve à la morgue. Elle a été sortie de l'eau la veille et les gendarmes de la section de recherche donnent le maximum pour tenter de faire avancer l'enquête. Mais ce 20 juillet, un nouveau signalement va rebattre toutes les cartes de la partie. Alors que l'équipe de techniciens de maintenance avait repris son travail au canal de l'Ourcq, ils ont repêché un second corps de femme dans les mâchoires de leur pelle mécanique. Même endroit, même témoin doublement traumatisé, mais surtout un nombre incroyable de points communs entre la première et la seconde victime, elle aussi retrouvée nue et ligotée en position fœtale. La seule différence notable, à vrai dire, c'est le fait qu'elle ne soit pas attachée avec du ruban adhésif, mais une sorte de sangle rouge. Lorsqu'ils reçoivent cet appel passé par le même éclusier que la veille, les gendarmes n'y croient presque pas. 2 corps en 2 jours, au même endroit, c'est du jamais vu. Et plus terrifiant encore, cela laisse présager la présence possible d'un tueur en série. Le terme est lâché. Certes, il est synonyme d'angoisse liée à une pression énorme.
Mais à ce rythme, c'est dorénavant dans l'esprit de toute la brigade qui se précipite de nouveau au canal de l'Ourcq. Les similitudes évidentes sautent tout de suite aux yeux des forces de l'ordre. Sauf qu'on remarque que cette deuxième victime a l'air d'avoir séjourné moins longtemps que la première dans l'eau froide. Le visage de la jeune femme, blonde et plutôt jeune, est cette fois-ci parfaitement reconnaissable. En plus, contrairement à la première victime repêchée la veille, elle porte des boucles d'oreilles, ainsi qu'un piercing au nombril, susceptible d'aider grandement à son identification. Les hommes de la section de recherche reprennent espoir. Et tout comme la première, cette seconde victime est elle aussi morte noyée. Exactement dans les mêmes conditions. En Seine-et-Marne, c'est la psychose qui s'installe. Les habitants des communes bordant le canal, les femmes plus que d'autres d'ailleurs, sont terrorisés à l'idée qu'un tueur récidiviste se cache parmi eux. Alors en parallèle, les gendarmes effectuent battu sur battu à la recherche d'une piste, d'une preuve, d'une voiture abandonnée, d'un élément louche. En un seul mot, d'un indice. Mais les enquêteurs semblent jouer de malchance, car tant sur le terrain que dans les fichiers de personnes disparues, ils subissent échec sur échec. On a presque l'impression que ces pauvres filles n'existent pas. Et pourtant, il y a bien 2 corps à la morgue. 2 jeunes femmes qui avaient encore toute la vie devant elles et qui attendent que justice leur soit rendue. Il faudra patienter 2 jours supplémentaires pour qu'un père terriblement inquiet pousse enfin les portes du commissariat de Meaux. Il souhaite signaler la disparition de sa fille, Angélique Despostes, dont il n'a plus aucune nouvelle depuis 3 jours. 3 jours, cela ramène justement au moment de la découverte du second corps. S'agit-il seulement d'un hasard ? Les gendarmes n'y croient pas. On demande au père d'Angélique de décrire sa fille. 22 ans, blonde, avec un piercing au nombril. Ah, une seconde plus tard, la photo que l'homme leur tend d'une main tremblante termine de dissiper les derniers doutes qui pouvaient encore exister. La deuxième victime du canal est bien Angélique Despostes. Au soulagement de tenir enfin quelque chose à exploiter, s'ajoute la tristesse et la difficulté d'annoncer au père de famille que personne ne se mettra à la recherche de son enfant qui se trouve déjà entre les mains du médecin légiste. Malgré tout, il faut rester concentré sur l'enquête. Les gendarmes apprennent ainsi que la dernière fois que les parents d'Angélique l'ont vue date du 19 juillet, la veille de la découverte de son cadavre. Elle aurait donc été tuée très rapidement, quelques heures seulement après qu'elle a quitté la maison familiale. En revanche, impossible pour les parents de la jeune fille de renseigner les enquêteurs sur l'endroit où elle se rendait ce jour-là. Apparemment, elle serait sortie vers 15h, sans préciser où elle allait. Ils supposent qu'elle avait peut-être l'intention de rejoindre son petit ami, un certain Sylvain, qu'elle ne fréquentait que depuis quelques jours. Après avoir recueilli le maximum d'informations possibles, ils retiennent 3 noms parmi l'entourage proche d'Angélique. 3 hommes qu'ils aimeraient particulièrement interroger et qui ont certainement chacun des choses très intéressantes à dire. Il y a tout d'abord Sylvain, le fameux petit ami avec qui elle venait tout juste de se mettre en couple et qu'elle ne connaissait finalement pas tant que ça. Puis un homme du nom de Grégory, un ex, qui, selon plusieurs témoignages, s'était déjà montré violent verbalement et physiquement avec Angélique. Pour finir, le meilleur ami de la jeune femme, un dénommé Cyril, avec qui elle partageait tout, et qui, depuis l'annonce du décès, n'a de cesse de rendre visite à ses parents afin de savoir si l'enquête avance. Tous 3 pourraient tout aussi bien ne rien avoir à se reprocher au sujet du meurtre d'Angélique. Sauf que ce n'est pas le sentiment des gendarmes, qui ne trouvent rien d'autre à exploiter dans la vie calme et paisible de la victime. Alors, qui de l'ex, du petit ami, ou du meilleur ami pourrait bien avoir un secret un peu trop lourd à porter. Les enquêteurs choisissent tout d'abord de se concentrer sur Sylvain, le nouveau compagnon d'Angélique. Et franchement, on va pas leur jeter la pierre. Les compagnons, les conjoints, les concubins, hommes ou femmes, hein, on met en prison d'abord et on voit après pour l'innocence. Bon, c'est une blague évidemment, mais si on faisait ça, on viserait juste 7 ou 8 fois sur 10 quand même. Hein. Mais bon, dans ce cas, le but est de confirmer ou d'infirmer une implication éventuelle. La première chose à faire est de vérifier les alibis de chacun des suspects. Et c'est donc ce que l'on fait en demandant à Sylvain où il se trouvait le jour fatidique du 19 juillet. En réponse, il déclare qu'il a travaillé toute la journée. Ouais. Renseignement pris, il s'avère que Sylvain était bien sur son lieu de travail. Une entreprise de logistique où tous, collègues et responsables, confirment sa présence aux horaires habituels. Ah, mea culpa. Il tient toutefois à préciser qu'il a reçu un SMS de la part d'Angélique ce jour-là. C'était d'ailleurs un peu étrange, car dans ce message, elle lui aurait demandé de venir la chercher à la gare de Parisis.
tard dans la soirée, tout en indiquant qu'il serait inutile d'essayer de la joindre, car la batterie de son téléphone était presque vide. Et ce, sans d'autre explication. Malgré son incompréhension, Sylvain dit s'être rendu comme convenu au point de rendez-vous. Il était hors de question pour lui de laisser sa petite amie attendre seule dans une gare quasi déserte à minuit. Mais il a patienté pendant de longues minutes. En vain. Angélique n'est jamais apparue. Alors le jeune homme explique au policier, d'une voix pleine de culpabilité, qu'il a fini par rentrer chez lui. Au terme de ce récit assez étrange, une question se pose d'office. La jeune femme était-elle déjà morte au moment de l'envoi de ce message ? Si oui, qui aurait pu se servir de son téléphone à sa place ? En tous les cas, ce rendez-vous tardif n'avait rien d'habituel. Et les deux autres suspects auraient tous deux pu avoir accès à ce téléphone portable. Il est temps d'entendre Grégory, l'ex avec qui la relation s'était plutôt mal passée. Ce qui est un euphémisme quand on sait à quel point celui-ci peut se montrer violent. Il est d'ailleurs déjà connu des services de police, puisqu'il a fait l'objet d'une condamnation à 3 ans de prison avec sursis pour une affaire de cambriolage. Et puis, c'est un bagarreur dans l'âme, qui sort tout juste de l'hôpital après avoir pris part à une énième rixe. De lui-même, il avoue de but en blanc avoir déjà levé la main sur Angélique, lorsqu'ils étaient encore ensemble. Cependant, Grégory nie en bloc avoir un lien quelconque avec le décès de son ex-petite amie. Depuis leur rupture, 4 mois auparavant, il n'a même jamais repris contact avec elle. Tout ça, c'est bien beau, mais ce ne sont que des paroles. Les gendarmes vérifient donc l'emploi du temps du suspect le jour de la disparition d'Angélique. Et ils ne peuvent que constater que le jeune homme ne possède pas qu'un seul, mais plusieurs alibis en béton. La même journée, il est allé travailler, s'est retrouvé à l'hôpital suite à une bagarre et s'est rendu à une soirée entre amis. Ce qu'un grand nombre de témoins confirment sans le moindre doute. Bon alors il a de bons alibis, mais par contre, c'est quoi cet emploi du temps ? Travail, bagarre, hôpital et copains ? On n'a vraiment pas tous la même vie. Bon, désormais, il ne reste plus que Cyril Koskinas, le meilleur ami d'Angélique, qui se démarque du trio par la relation presque fusionnelle qu'il entretenait depuis longtemps avec la victime. En effet, ils passaient énormément de temps ensemble, et se confiaient notamment l'un à l'autre au sujet de leurs relations amoureuses respectives. Dès qu'ils le voient arriver, les gendarmes sont interpellés par le style gothique qu'il arbore, avec ses cheveux longs, à moitié rasés, et sa tenue sombre. Mais le but n'étant pas de se forger une opinion sur l'apparence des suspects, ils se contentent de le questionner, au même titre que ses deux comparses. C'est ainsi qu'ils découvrent que tous deux se sont effectivement vus le jour de la disparition d'Angélique. Le suspect explique en toute franchise qu'il est passé prendre sa meilleure amie chez elle, et qu'ils sont partis se balader quelques heures dans le village. Au passage, il se défend bien d'avoir partagé plus que de l'amitié avec elle. Ils n'ont jamais eu aucun rapport sexuel ensemble, et l'idée ne les a même jamais effleurés. Cyril reprend le déroulé des faits, déclarant qu'il aurait redéposé la jeune femme à son domicile un peu avant midi, car d'autres tâches l'attendaient dans l'après-midi. Notamment le bichonnage de cette voiture à laquelle il tient tellement, une 205 GTI, qu'il passe des heures à astiquer et à faire briller. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a 3 grandes passions dans la vie. Les motos, les voitures et les filles. Alors oui, dit comme ça, c'est vrai que ça commence un peu comme un épisode de Confessions intimes. Mais, dans son cas, cela va tout de même assez loin. Par exemple, alors qu'il se trouvait dans une situation financière précaire et avait besoin de trouver un travail de toute urgence, il s'est payé le luxe de refuser un bon emploi. La raison ? Pour s'y rendre, il aurait fallu emprunter une route sur laquelle se trouvait un ralentisseur. Et il était simplement impensable qu'il fasse endurer ce supplice à sa chère voiture rabaissée. Donc, non merci. Vous pouvez garder votre argent, monsieur l'employeur. À part cette passion un peu extrême, rien ne sort du cadre chez Cyril Koskinas, qui mène une vie on ne peut plus banale. Enfin, ça dépend du point de vue. Je vous ai dit qu'il était légèrement obsédé par les femmes. Mais ce que j'ai omis de préciser, c'est qu'il y a un aspect en particulier de la relation homme-femme qu'il adore par-dessus tout, le sadomasochisme. Et plus l'acte est violent, plus il approche de l'apothéose. D'ailleurs, il ne s'en cache ni devant ses amis, ni devant les gendarmes, qui ne peuvent évidemment s'empêcher de faire le lien entre les 2 cadavres ligotés et cette pratique qui consiste parfois à attacher son ou sa partenaire. Décidément, le profil de Cyril Koskinas intéresse de plus en plus les enquêteurs, qui sont très curieux de savoir comment il a terminé la journée du 19 juillet. Et là non plus, cela ne va pas jouer en sa faveur, car il affirme qu'après avoir chouchouté sa précieuse 205, il est simplement rentré chez lui,
où il a visionné 2 films à la suite. Après ça, il dit avoir reçu, tout comme Sylvain, un SMS de la part d'Angélique. C'est un peu tard dans la soirée que la jeune femme lui aurait demandé de l'accompagner à un rendez-vous avec son ex, Grégory, dont elle craignait les accès de violence. Le lieu de la rencontre est fixé à Fresnes-sur-Marne. Mais exactement comme dans le cas de Sylvain, le meilleur ami d'Angélique, Cyril, se retrouve seul au point indiqué, patiente un moment, et finit par repartir comme il est venu. Cette histoire est étrange, voire incompréhensible. Quoi qu'il en soit, le meilleur ami de la victime est le seul des 3 suspects dont la défense paraît plus que fragile aux yeux des gendarmes. Mais c'est aussi le seul, à vrai dire, dont le profil pourrait correspondre à celui du tueur. Un sadique, capable d'une cruauté sans nom qui prend un plaisir immense à voir une femme souffrir. Et s'ils sont capables de l'affirmer sans le moindre doute, c'est parce qu'ils viennent de mettre le doigt sur une histoire particulièrement glauque, que Cyril Koskinas aurait sûrement préféré oublier. Les faits se déroulent en juin de la même année, soit à peine 1 mois avant que les 2 victimes ne soient repêchées dans le canal de l'Ourcq. À ce moment-là, une jeune femme d'une vingtaine d'années du nom de Stéphanie se rend au pôle emploi de sa ville, Mitry-Mory. C'est là qu'elle croise pour la toute première fois le meilleur ami d'Angélique, qui avait lui aussi rendez-vous dans ses locaux. Les 2 jeunes gens sympathisent dans la file d'attente. Selon Stéphanie, ils se montrent avenants et ouverts, ce qui enclenche très facilement une conversation plutôt plaisante. Il faut bien le dire, la jeune femme est assez charmée par cette rencontre. Elle accepte d'ailleurs avec plaisir la proposition qui lui est faite de se retrouver le soir même, pour partager un verre, mais pas n'importe où. Au domicile de Cyril Koskinas. La soirée se passe sur la même note que l'après-midi, entre discussions, rires et découvertes de l'autre. En tout bien tout honneur pour commencer, les 2 nouveaux amis décident ensuite de visionner un film ensemble sur une plateforme de streaming. Vous l'aurez compris, c'est évidemment à ce moment-là qu'il y a un rapprochement, jusqu'à un acte clairement consenti des 2 côtés. Stéphanie ne ressent encore aucun malaise, aucune contrainte. Et pourtant, elle va bientôt devoir fuir pour sauver sa vie. Car elle ne le sait pas encore, mais Cyril attend bien plus qu'une simple relation sexuelle. C'est bien simple, depuis le début, il n'a qu'une seule chose en tête, voir celle qu'il considère comme une proie, totalement livrée à sa merci. Pour cela, il est équipé de tout un attirail de BDSM, qu'il déballe fièrement devant la jeune femme, perplexe. Pas vraiment prévenu de la tournure de la soirée. Impeccablement rangé au fond d'un tiroir, trônent des chaînes en métal, des sangles, des bâillons, des masques en cuir, et bien d'autres objets qui n'enchantent pas franchement Stéphanie. Son hôte lui propose de l'attacher, d'une voix doucereuse, destinée à l'amadouer. Mais elle n'est clairement pas à l'aise avec cette idée et refuse. 1 fois, 2 fois, 3 fois, la malheureuse finit par céder. Lassée d'entendre que ce sera une expérience incroyable dont elle regretterait de s'être privée. Après tout, pourquoi pas? Sauf qu'elle va très vite le regretter. Cyril l'attache fermement en position fœtale, s'assurant bien qu'elle est incapable de se défaire de ses liens. Il la force ensuite à mordre dans un bâillon boule, un accessoire composé d'une grosse balle en silicone qui se place dans la bouche, attachée à une sangle autour de la tête. Si vous avez vu Pulp Fiction, vous savez de quoi je parle. Et désolé de vous avoir remémoré ce passage du film. Stéphanie sent bien que ce qui est en train de se passer va beaucoup plus loin qu'un simple jeu sexuel. Prise de nausée, entravée par le bâillon qui l'empêche de prononcer le moindre mot, elle se met à pleurer de terreur face à l'homme qui semble vivre un moment de plus en plus jouissif à mesure qu'elle le supplie du regard. Plus les larmes de sa jeune prisonnière roulent sur ses joues, plus Cyril Koskinas sent l'excitation lui griser l'essence et galoper dans ses veines. Le simple fait d'observer sa victime immobilisée, souffrant et implorer qu'il la délivre, le pousse à s'octroyer un moment de plaisir solitaire, les yeux dans les yeux. Stéphanie ne comprend pas à quel moment ça a dérapé et se demande à présent ce que ce fou a bien l'intention de faire. Abuser d'elle? La torturer? Serrer encore plus fort les liens pour qu'elle gémisse de douleur? Elle l'a compris. C'est ça que recherche son tortionnaire. La faire souffrir, pour en retirer le maximum de plaisir sadique. Et malheureusement pour elle, elle ne se trompe pas. Pour être certain que Stéphanie ne pense même pas à tenter quoi que ce soit, il lui intime de lever les yeux et de fixer le sabre immense et menaçant qu'il a accroché au-dessus du lit. Une lame dont il n'hésitera pas à se servir si nécessaire. Et peut-être même juste par amusement. Au final, le geôlier de la jeune femme parvient à la séquestrer de cette façon pendant 5 jours interminables, jusqu'à ce qu'elle parvienne à s'échapper lors de l'une de ses absences, et qu'elle ne fonce jusqu'au commissariat de Mitry-Mory
comme si elle avait la mort aux trousses. Après avoir enduré cette épreuve inhumaine, et cru de nombreuses fois qu'elle allait mourir, elle espère être entendue, mais surtout prise au sérieux par les policiers de sa ville, qui sont censés intervenir et arrêter le psychopathe qui l'a retenue prisonnière et qui a abusé d'elle. Et bah c'est tout l'inverse qui va se produire. Personne ne croit à cette histoire complètement dingue de soi-disant séquestration et d'agression sexuelle à répétition. On la prend pour une folle. On estime qu'elle exagère largement les faits et peut-être même, pourquoi pas, qu'elle cherche un peu à attirer l'attention. Les forces de l'ordre ne vont pas accorder la moindre considération à cette jeune femme, qui vient pourtant de subir l'impensable à quelques kilomètres de là, et qui par ailleurs a eu le courage de dénoncer le coupable. La plainte est classée, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Les gendarmes qui enquêtent sur l'affaire de la mort d'Angélique sont abasourdis. Non seulement par le fait que rien n'a été mis en place pour venir en aide à Stéphanie, mais aussi par les points communs qu'ils relèvent entre le témoignage de la jeune femme et les 2 meurtres perpétrés quelques jours plus tôt. L'un d'entre eux en particulier retient toute leur attention, le ligotage en position fœtale. Cela peut paraître n'être qu'un simple détail, mais il suffit de réfléchir 2 minutes pour comprendre que ça ne peut être le fruit du hasard, et que ces 3 femmes ont bien été victimes d'un seul et même pervers sadique, Cyril Koskinas. D'ailleurs, l'une de ses ex, Alice, témoigne face aux enquêteurs en brossant elle aussi un portrait très inquiétant de l'homme avec qui elle est sortie jusqu'au 1er mai 2004. Elle explique que lors de leur rapport, son petit ami de l'époque aimait la faire souffrir. Et tant pis si elle se plaignait. Par amour, Alice acceptait de se prêter au jeu. Mais elle admet s'être sentie en danger de mort à plusieurs reprises. Surtout lorsque les liens et le bâillon étaient si serrés qu'elle parvenait à peine à respirer. Tous ces faits et témoignages plus que troublants valent à Cyril Koskinas une petite visite de la gendarmerie la semaine suivante, qui a obtenu l'accord pour perquisitionner son domicile. Pour les forces de l'ordre, désormais, il ne s'agit plus de procéder à de simples vérifications, mais bien de trouver les preuves de la culpabilité de leur suspect numéro 1. L'appartement de Mitri Mori, les enquêteurs risquent de s'en souvenir longtemps. Je vous l'annonce tout de suite, on n'est clairement pas dans l'ambiance salon de thé chez Papy-Mamie. Bon après ça dépend de ce que Papy et Mamie font. Hein. Mais bon bref, on est plutôt dans un temple sadomasochiste, dédié à la perversion et aux femmes nues, que Cyril Koskinas affiche sur tous les murs de son logement en guise de décoration. Hormis les montagnes de revues pour adultes qui débordent des placards et les posters de nus qui tapissent les murs, l'endroit est ultra propre et rangé au millimètre. Dans la chambre, les gendarmes relèvent que le lit est équipé d'anneaux d'attache aux 4 coins du sommier. Mais même si cela peut paraître un peu particulier, ce n'est pas encore un crime et c'est assez courant lorsque l'on pratique le BDSM. En revanche, ce qui fait un peu plus tiquer, c'est la présence d'un pan de mur entièrement dédié à Alice, l'ex-petite amie de Cyril. Oui, c'est le même genre de mur que vous voyez dans les séries policières, quand l'équipe de police débarque chez un tueur en série qui traque ses victimes et collectionne les clichés qu'il agrafe ensuite du sol au plafond. Sauf que là, il y a en plus l'un des strings de la jeune femme, fixé avec des punaises, au beau milieu des photos qui se chevauchent. C'est franchement d'un glauque à faire froid dans le dos. Mais c'est loin de confondre le suspect. On espérait bien plus de cette fouille, qui ne mène malheureusement à rien, et qui n'aura permis de retrouver ni le ruban adhésif, ni la sangle rouge dont le tueur s'est servi pour attacher les filles. Et surtout, on ne découvre aucun des accessoires dont on parlait Alice et Stéphanie. Où sont donc passées les chaînes ? Les masques en cuir, les baillons boules, les liens et autres objets que Cyril Koskinas utilise apparemment très régulièrement. Un début de réponse va apparaître dans le garage, dont il se sert pour garder sa 205 GTI au chaud. Les gendarmes, en poursuivant leur perquisition, vont effectivement tomber sur un morceau de ruban adhésif qui ressemble à s'y méprendre à celui utilisé pour ligoter la première victime du canal de l'Ourcq. Même couleur, même texture, même épaisseur. Les enquêteurs seraient prêts à mettre leurs mains à couper qu'il s'agit bien du même rouleau. Pourtant, même lorsqu'on porte cette découverte à sa connaissance, Cyril ne tremble pas. Au lieu de ça, il s'évertue à jouer les victimes. Outré que l'on ose ainsi mettre son nez dans ce qu'il estime être sa vie privée. Il assure même ne pas être un adepte des pratiques sadomasochistes, et ne jamais avoir retenu Stéphanie contre sa volonté ou d'avoir abusé d'elle. Il ajoute d'ailleurs avec une certaine suffisance que la preuve de sa bonne foi est sous leurs yeux, puisqu'ils n'ont trouvé aucun matériel de BDSM à son domicile, quand bien même tout a été fouillé de fond en comble. Pourtant,
Les gendarmes savent déjà qu'il ment. En effet, l'un des voisins de Cyril Koskinas affirme sans l'ombre d'un doute avoir aperçu Angélique, la seconde victime, en sa compagnie, le soir du meurtre. Selon lui, tous deux s'apprêtaient à entrer dans l'appartement. Ce qui pose problème, c'est que le principal intéressé avait déclaré être parti se balader avec elle le matin, mais ne pas l'avoir revue de la journée. Une autre voisine raconte quant à elle qu'elle a entendu plusieurs bruits sourds, comme si on traînait une poubelle dans l'escalier. En plus, elle est quasiment certaine d'avoir reconnu la voix de son jeune voisin, au look si particulier. Cyril ne nie pas avoir effectivement déplacé la poubelle de l'immeuble ce soir-là. Selon lui, il était à la recherche d'un ticket de loto gagnant qu'il avait égaré. Mais au sujet du témoignage du premier voisin, il persiste. Non, il n'a plus de nouvelles d'Angélique après l'avoir redéposée chez elle sur les coups de midi. Ce qu'il ignore, c'est que l'analyse de leurs deux téléphones est en cours dans une autre pièce du commissariat. Et les résultats sont éloquents, car le soir du meurtre, le portable d'Angélique ainsi que celui de Cyril bornent tous deux exactement au même endroit. Chez lui. Les enquêteurs ont à présent la preuve formelle qu'il est en train de leur raconter une histoire inventée de toutes pièces. Ce qui veut dire qu'il a dû anticiper la perquisition à son domicile et cacher certains éléments incriminants. D'accord ? Mais où ? C'est une nouvelle fois le relevé téléphonique qui va parler. Car au lendemain de la mort de sa meilleure amie, Cyril Koskinas passe un coup de fil à une heure inhabituelle. 6h30 du matin. C'est relativement tôt. Très tôt même. Pour l'homme qu'ils savent être un lève-tard. On s'intéresse donc de plus près au destinataire de cet appel, qui s'avère être la grand-mère du suspect. Celle-ci ne vit qu'à quelques pas de chez son petit-fils, un petit peu plus loin au bout de la rue. Contactée par les enquêteurs, elle se souvient bien de ce coup de fil matinal. Cyril avait besoin d'argent pour faire le plein de sa voiture, et voulait savoir s'il pouvait passer chez elle pour qu'elle lui donne quelques billets. Généreuse, la vieille dame n'a pas refusé cette aide à son petit-fils, qui est arrivé chez elle quelques instants plus tard. Cette chronologie, très proche du meurtre d'Angélique, laisse les gendarmes perplexes. Et si Cyril en avait profité pour aller cacher les preuves de son crime au domicile de sa grand-mère ? Là où personne ne penserait à mettre le nez. Il faut en avoir le cœur net. Une nouvelle perquisition est ordonnée chez la pauvre dame, qui ne comprend pas vraiment pourquoi tout cet effectif de gendarmerie prend soudain possession de son salon. C'est pourtant à cet endroit qu'on trouve, parmi les nombreux livres de la bibliothèque, un gros dictionnaire dont l'intérieur a été soigneusement vidé. À la place des pages découpées se trouve un petit sachet plastique contenant une cassette vidéo, que les enquêteurs placent immédiatement sous scellé. La fouille se poursuit au grenier. Tout au fond de celui-ci, bien caché derrière du bric-à-brac, quelqu'un semble avoir déposé récemment un grand sac en toile. Il est propre, sans poussière, et dénote entre le reste des objets entreposés là depuis bien longtemps. À l'intérieur, de nombreux accessoires SM, dont une cravache, un bâillon boule, des chaînes, des liens en cuir, des menottes. Le commandant de la brigade échange un regard entendu avec l'un de ses collègues. Peu de chance que le contenu de ce sac appartienne à Mamie Koskinas. On est bien d'accord. Même si bon, encore une fois, on sait jamais, hein. Sur ce coup-ci, il faut bien reconnaître que les forces de l'ordre ont eu du nez. Ça commence sérieusement à sentir le roussi pour leur suspect, qui ne s'est certainement pas donné tout ce mal pour rien. La cassette vidéo notamment doit contenir des images assez incriminantes pour boucler l'affaire. C'est tout du moins ce que l'on espère du côté des forces de l'ordre. Mais en réalité, personne n'est réellement prêt, à cet instant, à affronter l'atrocité des images qu'ils s'apprêtent à visionner. Ces cassettes sont des enregistrements que Cyril Koskinas a réalisés lors de ses séances BDSM. Il ne faut que quelques secondes aux enquêteurs pour le comprendre. Et à vrai dire, ils ne sont pas franchement surpris. Sur les premières images, on reconnaît sans mal Alice, l'ex-petite amie du suspect, à qui il semble vouer une obsession presque religieuse, et assez morbide. Mais un peu plus loin sur la bande, c'est une autre fille qui est filmée lors de ses pratiques. Une jeune et jolie blonde au visage poupin, et aux traits que les gendarmes reconnaîtraient entre mille. Angélique, la soi-disant meilleure amie avec qui il n'a jamais couché. Pourtant, elle est bien là, attachée au lit de Cyril Koskinas, menottée, bâillonnée avec le même accessoire décrit par Stéphanie, et ligotée en position fœtale. Sur la vidéo, l'adepte de sadomasochisme ordonne à sa partenaire de se débattre et d'essayer de bouger à plusieurs reprises. Si au départ, la jeune femme semble consentante, la situation prend très vite une toute autre tournure. Et c'est clairement à cet instant que Cyril commence enfin à ressentir du plaisir, lorsqu'il devient le tortionnaire,
et qu'on le supplie d'arrêter la séance. Sur la vidéo, Angélique demande à celui qu'elle considère alors comme son meilleur ami de mettre un terme à ce jeu qui va trop loin pour elle. Solidement attachée dans la même position depuis trop longtemps, elle se plaint d'avoir mal partout et de ne pas se sentir bien. Or, Cyril n'est pas prêt de la laisser s'en aller. C'est précisément le moment qu'il attendait depuis le début. Il est donc hors de question pour lui de s'arrêter là. La pauvre jeune femme a l'air complètement épuisée, à bout de force, et peine même à parler. Petit à petit, la souffrance tord les traits de son visage. Mais soudain, les gendarmes qui visionnent la cassette froncent les sourcils. Il y a quelque chose qui ne va pas. On entend clairement que la jeune femme éprouve des difficultés à respirer. Un râle s'échappe de sa gorge, tandis qu'elle suffoque sous les yeux de celui de qui elle était si proche et qui, de son côté, atteint enfin le point culminant de sa jouissance. Lorsqu'ils réalisent ce à quoi ils sont en train d'assister, les gendarmes n'en reviennent pas et sont bouleversés. Une tension palpable se met à flotter dans la pièce où on n'entend plus le moindre son, hormis les gémissements de plus en plus faibles d'Angélique. Elle est en train de mourir devant le caméscope. Ce que Cyril Koskinas a enregistré et précieusement conservé par la suite, ce n'est rien d'autre que l'exécution pure et simple de sa meilleure amie. L'enregistrement se coupe à cet instant. Mais la cassette n'est pas terminée pour autant, car elle contient encore d'autres images. Cette fois-ci, c'est une femme à la pommade et plutôt mince qui est filmée sur le lit, attachée dans la même position qu'Angélique. La séance, qu'on peut qualifier de torture, est à peu de choses près la même. Au bout d'un moment, cette seconde victime commence à montrer des signes de faiblesse respiratoire. Elle aussi meurt pour ainsi dire en direct. C'est en tout cas l'impression qu'ont les gendarmes, complètement sous le choc, malgré leurs longues années d'expérience sur le terrain. Assister à la mise à mort de 2 personnes, de cette façon, ce n'est heureusement pas du domaine du commun et cela ne peut laisser personne indifférent. Mais au fait, cette deuxième femme, ne pourrait-elle pas être l'inconnue du canal que l'on n'est toujours pas parvenu à identifier? Il y a de grandes chances en réalité. Le physique est le même. La façon dont elle a été ligotée dans la vidéo correspond aussi à la position de son cadavre. Et il n'y a plus le moindre doute quant au fait qu'elle et Angélique ont été tuées par la même personne, Cyril Koskinas. Face à ces preuves plus que flagrantes et à tous les éléments recueillis contre lui, ce dernier n'a plus le choix. Après de longues heures de garde à vue, il finit par admettre avoir eu une liaison avec Angélique et livre ses premiers aveux. Voilà donc ce qu'il se serait réellement passé le jour de la mort de la jeune femme. Dans l'après-midi, son meurtrier passe la prendre chez elle en voiture. Il n'a pas eu de rapport sexuel depuis longtemps, se sent frustré. Alors il demande à Angélique si elle ne pourrait pas le satisfaire un peu, ce qu'elle finit par accepter de faire au nom de leur amitié. Une fois chez lui, l'enfer débute pour celle qui, connaissant les pratiques de son ami, accepte toutefois d'être attachée. Sauf qu'au moment où elle voudrait que cela s'arrête, Cyril pousse le vice encore plus loin, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. En revanche, il se dédouane en expliquant que le fait de refuser de la libérer faisait partie du jeu pour lequel elle était pleinement consentante. De ce fait, il prétend ne pas avoir compris qu'Angélique lui demandait sérieusement de la détacher. Toujours selon ses dires, lorsqu'elle s'effondre, inerte, il panique et tente de la réanimer, sans succès. Elle meurt dans son lit. Sauf que les gendarmes, qui écoutent et prennent note, savent pertinemment que leur suspect vient encore de leur servir un mensonge. En effet, le médecin légiste a été formel sur 2 points essentiels. Les 2 victimes étaient encore vivantes lorsqu'elles ont été jetées à l'eau, puisque la cause de leur mort est la noyade et non l'asphyxie. De plus, le tueur ne pouvait ignorer le fait qu'elle respirait toujours. Il savait exactement ce qu'il faisait, mais il garde ce détail pour eux en attendant la fin des aveux de leur suspect. Celui-ci admet être allé chercher la plus grande poubelle de l'immeuble, avoir glissé le corps d'Angélique à l'intérieur, puis l'avoir traîné dans les escaliers jusqu'à sa voiture. Puis il a pris le volant, s'est dirigé vers le canal de l'Ourcq et, pour s'excuser, selon ses propres termes, a déposé un baiser sur la joue de sa meilleure amie avant de la faire basculer dans l'eau noire et froide. Ligoté, bâillonné, mais bel et bien en vie. Il jure sur tout ce qu'il a de plus cher que la mort de la jeune femme n'était qu'un accident malheureux. Soit, mais qu'en est-il alors de la première victime? Celle que l'on aperçoit clairement dans l'une des cassettes vidéo. Accident, là aussi? Ça fait beaucoup de morts accidentelles, et surtout beaucoup de mensonges pour les enquêteurs, qui ne croient qu'à quelques bribes de ce récit. Pour eux, il est clair que Cyril Koskinas voulait aller plus loin dans la pratique du BDSM. Et plus loin,
ça veut dire commettre un meurtre. Il avait pleinement conscience d'être en train de tuer ses victimes. Et ce sentiment de domination extrême, de toute puissance, lui avait procuré bien trop de plaisir la première fois pour s'arrêter en si bon chemin. Quel meilleur plan alors de piéger celle qui avait toute confiance en lui, sa meilleure amie, pour tuer à nouveau. Angélique était une proie facile. Seulement, c'est une théorie qu'il va falloir prouver. En attendant, bien qu'il affirme ne pas connaître la première victime qui, rappelons-le, est tout de même filmée attachée sur son lit, Cyril Koskinas est mis en examen pour un double assassinat et aussitôt envoyé derrière les barreaux. Il est à présent temps de trouver le nom de l'inconnu du canal. Un renseignement essentiel pour aller plus loin et démêler enfin toute cette affaire. Pour ça, il n'existe pas 36 solutions. Convaincu que la jeune femme au teint mat a forcément été contactée à un moment donné par le tueur, ils vont s'armer de l'historique téléphonique du meurtrier, qui court sur une année entière, et rappeler les numéros un par un, jusqu'à tomber sur le seul qui ne décroche plus. Cela signifie éplucher plus de 500 contacts, soit 10 000 appels et SMS. Les gendarmes vont d'ailleurs très vite se rendre compte de la raison pour laquelle Cyril Koskinas passait autant d'appels. C'est un véritable prédateur qui chassait ses proies à la moindre occasion, guettant toutes les opportunités de ramener une fille chez lui pour lui faire endurer les mêmes tortures qu'à Stéphanie. À la manière d'un tueur en série, il avait même déjà établi son propre mode opératoire, qui se déroulait toujours de la façon suivante. Une rencontre faite soi-disant au hasard, une invitation à la pizzeria située juste en bas de chez lui, une soirée à son domicile, un film, et la proposition d'un jeu sexuel à caractère sadomasochiste. Bien sûr, le suspect a fait face à des refus, et c'est précisément ce qui l'a mené à la séquestration, puis au meurtre. En épluchant sa téléphonie, les enquêteurs prennent conscience du fait qu'ils ne viennent pas seulement d'arrêter un meurtrier récidiviste, mais qu'ils ont surtout stoppé la montée en puissance d'un futur tueur en série qui aurait sûrement fait des dizaines d'autres victimes. Revenons-en à présent aux quelques 10 000 appels et messages à décortiquer. Ce travail de longue haleine prend plusieurs mois, mais finit par payer, car un nom apparaît enfin, lié à la messagerie d'une agence d'escort girl, Oumeima Bourmani. Après enquête, les filles qui travaillaient avec Oumeima confirment que leur amie s'est volatilisée au mois de juillet 2004. D'origine maghrébine, la jeune femme n'était que très rarement en contact avec sa famille, vivant dans l'est de la France, ce qui explique que personne n'ait signalé sa disparition. Brune, mince, elle correspond à la première victime retrouvée dans le canal. Surtout, sur les rares photos qu'ils ont réussi à obtenir d'elle, les gendarmes remarquent que ses dents de devant se chevauchent. Il ne reste dès lors que peu de doute quant au fait qu'il s'agisse bien de la jeune femme retrouvée ligotée avec du ruban adhésif le 19 juillet. On apprend qu'elle travaillait depuis quelque temps en tant qu'escorte et qu'elle publiait ses annonces dans certaines revues du genre. L'une d'elles est justement retrouvée dans le stock de magazines de Cyril Koskinas. À l'intérieur, surprise, la photo d'Oumeima est entourée au feutre rouge et à côté est inscrit au stylo « Pute ». Elle fait tout. Le jour de sa disparition, la jeune femme a reçu un appel depuis une cabine téléphonique située juste à côté du domicile de Cyril. Puis son téléphone portable a borné à Mitri Moiri, en même temps que celui du meurtrier, qui continue pourtant de nier l'évidence et qui tente même de faire porter le chapeau de ce meurtre à Christophe, son ex-beau-frère avec qui il ne s'entendait pas. Malheureusement pour lui, personne ne croit une seule seconde à cette version. Tragiquement, les enquêteurs apprendront plus tard qu'Oumeima avait l'intention d'arrêter son activité d'escorte, après 2 ou 3 rendez-vous de plus, dans le but de se consacrer enfin à son rêve. Ouvrir un magasin de robes de mariée. Il est l'heure pour Cyril Koskinas de répondre de ses actes odieux devant la loi, à l'occasion de son procès qui s'ouvre en septembre 2008. Alors qu'il devrait faire profil bas, il se présente affublé d'une tenue qu'on croirait tout droit sortie du dressing de Jack Sparrow, dans le film Pirates des Caraïbes. Un avant-goût de ce qu'il va se passer dans les jours suivants, durant lesquels Cyril Koskinas va se montrer particulièrement odieux et irrespectueux, notamment face à Stéphanie, qui témoigne devant la cour. Alors qu'elle est en pleurs, à l'évocation des sévices subis, tandis qu'elle était retenue par son tortionnaire, ce dernier lui lance d'un ton moqueur et cinglant « Tu veux un mouchoir ?» Plus tard, quand le président de la cour d'assises lui demande quel genre de plaisir il éprouve dans les pratiques sexuelles sadomasochistes, il lui conseille carrément de s'y essayer. Autre signe particulier, l'accusé s'est amusé à signer toutes ses déclarations avec un dessin de pénis. Lorsque le sujet est évoqué afin de comprendre quel était son but, il rit et réplique «
Vous n'en avez jamais vu d'aussi belle, hein? Cyril Koskinas flirte encore plus avec l'indécence au 3e jour du procès, en suggérant aux jurés de visionner les vidéos cachées chez sa grand-mère. Au final, son avocate elle-même menace de le laisser tomber, tant elle est déroutée par ce comportement autodestructeur qui ne joue clairement pas en la faveur de son client. En ce qui concerne la préméditation, le fait que Cyril Koskinas appelle Oumaima depuis une cabine téléphonique est une preuve plus que probante pour la juge. En effet, pour quelle raison aurait-il choisi de ne pas utiliser son téléphone portable, pourtant dans sa poche, si ce n'est pour empêcher la police de remonter jusqu'à lui? De même pour Angélique, qu'il a attendu à 500 mètres de chez elle le jour où il est passé la prendre, alors qu'il avait pourtant l'habitude d'aller saluer ses parents qu'il connaissait très bien. À la lumière de ces faits, Cyril Koskinas est bien reconnu coupable de 2 assassinats. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, mais sans qu'aucune période de sûreté ne lui soit cependant appliquée. Si les gendarmes avaient été un peu moins consciencieux ou habiles dans leur enquête, nul doute que cette histoire aurait eu des proportions bien différentes. Évidemment, on parle de la seconde équipe qui a mené l'enquête, parce que la première qui a récolté la plainte de Stéphanie, bon... Voici pour cette affaire criminelle française. N'oublie pas de t'abonner à CyberGhost en cliquant sur le lien en description pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et fais des économies avec CyberGhost. Tu peux l'essayer sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez France en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne pas manquer la suite des vidéos qui arriveront sur la chaîne. Et puis ça m'aide beaucoup aussi. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.